Moi j'ai pensé à Antonio de Carvalho, j'ai pensé... L'expérience portugaise, espagnole, grecque, etc. Il m'a dit, tu te trompes. J'ai dit, ah bon? C'est vrai, moi je ne connais pas l'armée. On a fraîche. Il m'a dit, tu te trompes. C'est quelqu'un qui a des ramifications. Il m'a dit, je peux te livrer sous le sceau presque de la confidence, et non pas du secret, parce que c'est un secret de polichinelle. Il dit, l'armée est traversée exactement par les mêmes contradictions que la société. Et le courant qui est en train de monter, le courant idéologique qui monte dans l'armée, c'est un courant islamiste radical. Donc, ce que tu es en train de me dire est très grave. Ça, c'est pour quelle période? Aujourd'hui. Ah. Depuis 2004. Depuis 2004. Écoute, tu te rends compte de ce que tu dis? Il me dit, écoute, je te dis ce que je sais. Il y a beaucoup d'officiers qui sont contenus, qui n'arrivent pas à progresser dans leur carrière et qui voient la pratique indigne du favoritisme, du clientélisme, du banalisme, de l'injustice, du régionalisme, qui fait que finalement, la compétence est contenue et ce qui est encouragé, c'est le clientélisme. Dans l'armée, qu'elle est dans l'armée. On dit, je sais pas, tu es sûr de ce que tu dis? Il m'a dit, je te sûr. Écoute, il dit, je n'ai pas l'habitude de te raconter des balivernes. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui réfléchit, qui travaille. Tu prends ou tu ne prends pas. Mais ce que je te dis est certain. C'est très grave. Tu sais, parce que moi j'ai une autre lecture. Je ne crois pas que tu vas, en me donnant ce type d'informations, influer sur ma manière de lire les choses. Moi, je vais te surprendre. J'ai l'habitude de nous socle. Là où tu m'attends, je vais ailleurs. Ça, c'est la mentalité militante oppositionnelle de travailler par une trentaine d'années de militantisme. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Je peux tirer beaucoup de conclusions de ce que tu dis. Gali, tu tires les conclusions que tu veux. Je m'en contrefiche. Mais ce que je peux te dire, il y a beaucoup de jeunes officiers, pas seulement des subalternes, mais qui sont extrêmement favorables à des solutions islamistes. Tu veux dire, c'est un qui sont... bon, enfin, je ne sais pas, c'est un témoignage, je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est-à-dire peut-être pas forcément islamistes, mais peut-être qui sont radicaux dans leur façon de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'institution. C'est ce qu'il m'a dit, lui. D'accord, ok. Non, c'est pour que je comprenne, moi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, lui. Enfin, il m'a dit ça. Revenons à la... Oui. Revenons à ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va être éliminé dans l'armée, dans l'encadrement de l'armée, et avec la complicité probablement des services pendant un certain temps, ce qui va être éliminé, ce sont probablement les officiers qu'on avait à un moment donné catalogués d'éradicateurs. C'est la caractérisation. Et c'est une caractérisation fumeuse. Qu'est-ce qu'on met dans l'ééradicateur? Ça peut être aussi des officiers oppositionnels qui ne sont pas d'accord. Donc cette histoire de l'opposition, des éradicateurs et des réconciliateurs, voilà qu'on introduit dans l'institution militaire les articulations de la différenciation dans la société politique. La société politique a fonctionné sur la décennie 90 entre éradicateurs et réconciliateurs. On transfère ça dans le cadre de l'armée. Ce n'est pas naïf. Ce n'est pas naïf, c'est une question de créer la zizanie à l'intérieur de cette structure, de cette institution, et de la rendre non opérationnelle. Et cela va dans le sens de la mise en place et du renforcement des régimes policiers. Donc, le régime ne fait plus confiance à l'armée, il va développer, affermir, renforcer le régime policier, qui lui peut être tenu en main. Le policier est fonctionnaire, le policier vit dans la société, il vit parmi les civils. C'est ça la grande différence. Alors, si j'ai bien compris, si tu permets, parce que c'est très sensible ce que tu as dit, je veux bien, pour mes amis
Respublica 2, pour pouvoir débattre avec toi, il est nécessaire pour moi de récapituler ce que tu as dit sur ce point. Si je me trompe, tu me corriges. Et là, on tire les conclusions, à partir de ce que tu viens d'avancer. Que depuis 1999 jusqu'à 2004, c'est-à-dire le premier mandat du chef de l'État, Bouteflika, tout le monde sait qu'il a été le candidat et l'homme de l'armée et essentiellement des services. Il est à la tête du pouvoir. Il crée une grande alliance avec le DRS. Le DRS travaille comme institution en dehors de l'institution traditionnelle militaire à laquelle il appartient traditionnellement. Il est censé appartenir. Il travaille. Il renforce la présidence. Il travaille pour le camp de la présidence, ou il travaille, comme tu l'as dit, en dehors de ces institutions parce qu'on ne connaît pas la structure dans ses ramifications. Premièrement. Deuxièmement, destruction d'une façon ou d'une autre de l'institution militaire dite traditionnelle. Son affaiblissement, sa destruction, le départ massif en retraite de beaucoup de cadres de l'institution militaire traditionnelle. Ce n'est pas fini. Troisième élément, c'est rendre l'armée, la transformer en une sorte d'institution semblable à la société, dans sa fragmentation, dans son affaiblissement et dans la montée de l'affairisme en sein même de l'institution militaire comme l'ARA. Et rendre cette même institution militaire non fonctionnelle parce qu'il a fait l'objet d'une coalition claire et nette avec l'institution du DRS, c'est-à-dire avec les services de renseignement et leurs ramifications au sein de l'armée. Et le dernier point... Pas toute l'institution. Je parle de la service sécurité. J'ai dit l'institution du renseignement. Et à la fin, ce qui a abouti de facto non seulement à la création et à la naissance, mais au renforcement de l'esprit de l'action de ce qu'on appelle communément l'État policier. Est-ce que ça résume bien ce que tu as... Parfaitement. Ce que tu as dit... Parfaitement. Très bien. Alors, est-ce que dans cette démarche, j'allais dire maintenant, on a parlé de la constitutionnalisation bafouée, de l'institutionnalisation détruite, de la dynamique sociétale et de la dynamique de la classe politique qui a été complètement mise à l'écart, de la destruction de la société et de la corruption marginalisée. Et par ailleurs, des échecs des grands chantiers sur lesquels reposait la campagne et l'action quinquennale, le programme présidentiel de 1999 à 2004. Les chantiers, l'éducation, la justice de l'État, etc. Et par ailleurs, les chantiers économiques, là où il y a de grosses dépenses que nous allons développer éventuellement dans le deuxième chapitre, 2004-2009, c'est-à-dire le deuxième mandat. Et le dernier point, c'est cet affaiblissement de l'institution militaire traditionnelle de l'intérieur, le renforcement de l'institution sécuritaire et répressive, et la transformation de cet ensemble en un État policier qui contrôle aussi bien l'institution militaire traditionnelle et qui réprime, le cas échéant, la société si elle veut exprimer le désir d'un changement radical du pouvoir. Est-ce que j'ai résumé fidèlement tes propos, ta façon de réfléchir, etc. Si on tient compte de toute cette analyse, comment doit-on qualifier maintenant, et nous sommes dans le droit de le faire à titre de citoyen, cette période du régime de Bouteflika de 1999 à 2004? Comment doit-on le qualifier? En un mot et rapidement, pour revenir à une formule un peu choc, on peut dire que c'est la mise en place ou la période d'incubation pour une mise en place d'un système antipopulaire, fondamentalement, antidémocratique, anti-républicain, parce que ce sont les bases même de la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui, en sociologie politique, le système impérial. Le système impérial, c'est un système
de souveraineté absolutiste, de pouvoir présidentiel renforcé et d'extinction de l'esprit même du monarque président. Bien sûr, c'est un monarque président ou un président monarque, exactement. Et l'extinction de toute velléité, d'autonomisation de la pensée critique, de la pensée réflexive et de la pensée productrice. Pourquoi? Parce que ce type de système repose essentiellement sur la médiocrité, sur la soumission, sur le déni de reconnaissance, sur l'injustice. Tout cela enrobé par le cinéma, le grand cinéma médiatique, auquel on avait fait allusion tout à l'heure, qui tend à montrer que tout va très bien, que tout fonctionne dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt des grands projets de construction d'une nation de type nouveau. Or, on a remarqué qu'il y a eu un certain nombre de disjonctions très significatives. L'échec des réformes qui n'ont pas abouti. L'échec du projet l'échec déjà du projet d'élitisation qui avait été, si tu veux, programmé depuis pratiquement une décennie auparavant. La stratégie mise en place de l'implosion de la société politique organisée, des partis politiques. Tous les partis politiques ont fait l'objet de redressement. Tous, sans exception. La crise très grave au niveau de l'État, au niveau des structures décisionnelles de l'État, notamment qui s'est soldée par le conflit ouvert, latent d'abord pendant un certain temps, puis ouvert entre le président de la République et son chef de gouvernement. Puisque ça s'est soldé par le fait que le chef du gouvernement a osé se porter candidat à la présidence de la République contre le président de la République pour le deuxième mandat, et s'est porté comme candidat non pas en lièvre ou en outsider, mais véritablement en opposant. Sans oublier, c'est du moment où tu parles d'un chef du gouvernement, c'est-à-dire tu parles de Benflis, oui, qui lui était le bras droit de Bouteflika pendant une période, oui, et en 2003, il a repris le FLN en main, et pour se présenter contre le Bouteflika candidat à l'élection présidentielle de 2004. Mais il faudrait rappeler également que cette action d'opposition au chef de l'État a été déjà opérée par un ancien Premier ministre qui s'appelle Ahmed Ben Bitoun, qui a, lui, pour des raisons de management, de gouvernance, de politique économique, de choix stratégiques et de législation et d'exercice du pouvoir, a démissionné en 2000. Oui. Donc, je voudrais ajouter une chose. Oui. Tu as cité un chef de gouvernement, Ahmed Ben Bitoun. Oui, tout à fait. Tout le monde sait quelles sont les positions qu'il a exprimées, qu'il a en 2000, le voilà, d'exprimer en 2000. Cela dit, Ahmed Ben Bitoun est devenu chef de gouvernement avec l'assentiment du chef de l'État, du président de la République. Ce n'est pas le cas de France. Parce que ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai pu apprendre dans les couloirs, parce que j'ai hanté, je l'ai dit, je ne m'en cache pas, j'ai hanté les couloirs de la présidence 2 ou 3 fois. Quand Ali Bouteflika était secrétaire général de la présidence et ensuite chef de cabinet. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Il m'avait fait appel et j'avais dit, inutile de le redire, il m'avait fait appel, il m'a dit tu viens nous rejoindre, j'ai dit non, je viens. Pour des raisons qui me sont personnelles. Mais parfois il m'envoyait des travaux à faire que je faisais à la maison pour lui. Il a été mis comme chef du gouvernement
Parce que quelqu'un d'autre... Tu parles de qui là? Je parle de Ali Benflis. Ah. Non pas par décision du chef de l'État, mais quelqu'un d'autre briguait le poste et voulait être au plus près du chef de l'État. C'est quelqu'un d'autre, s'appelle Abdel Belkhair. C'est Belkhair qui a poussé à écarter Belflis de la présidence et à l'envoyer sur une voie de garage comme chef du gouvernement. C'est-à-dire, si tu permets, moi je ne sais pas tout ça. Hein. Je connais Benflis, oui. Mais je ne sais pas tout ça. Sincèrement, ça fait d'ailleurs longtemps que je ne l'ai pas vu. Cela veut dire qu'il a fait la même chose avec Benflis, ce que je déduis maintenant. Hein. Oui. Il a fait la même chose avec Benflis qu'avec un certain Qasdi Mirbah en l'écartant de la chefferie du gouvernement et en écartant également un certain Mouloud Hamrouch de la présidence comme chef du gouvernement. Oui. Il a cassé le chef du gouvernement à l'époque, qui était Qasdi Mirbah, à la fin des années 80. De Belkhair. C'est-à-dire que Belkhair, qui voulait briguer ce poste, il a écarté Benflis de la présidence à la chefferie du gouvernement en remplacement à Ahmed Ben Bitour. Oui. C'est la même stratégie 20 ans avant, presque 20 ans avant, avec, en cassant un certain Qasdi Mirbah, et en cassant également un certain Mouloud Hamrouch en le ramenant de la présidence à la chefferie du gouvernement. C'est le même stratagème. Absolument. Sauf que. C'est-à-dire d'une pierre plusieurs coups. Sauf que. Ce que je n'ai pas compris, est-ce que ce Belkhair, feu Belkhair, Allah yarhamou ala kulli hal, parce que يعني نتحدث عن الموتى نتحدث على واحد مات ثقافة نتاعنا واش تحب tu veux dire que Belkhair a tout fait pour écarter Benflis de la présidence. Oui. Il l'a mis au gouvernement. Oui. Et il ne faudrait pas oublier que c'est Belkhair qui a remplacé Benflis comme directeur de cabinet. Tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est ce qu'il a fait exactement avec Chadli. C'est ce qu'il a fait avec Chadli. Avant de devenir ministre de l'Intérieur. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est exactement le même processus qui se met en place. Et ça, quand on dit Belkhair, c'est la partie apparente de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a derrière Belkhair? Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est une sorte de Deus ex machina qui agit, surtout qui fait ce que bon lui semble? Ça veut dire que c'est l'expression d'un lobby très puissant, et c'est ce lobby pressant qui a trouvé en la personne de Belkhair la passerelle idoine, la passerelle idéale entre l'armée à laquelle il appartient institutionnellement et les services qu'il commande et qu'il dirige.